Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ça fait plaisir. On a enfin un coach talk, on va faire un coach talk, on va pas faire une analyse en quoi que ce soit. On est posé, c'est pour faire une petite rétrospective de l'année d'Aldric Cassata en tant que coach et de son équipe. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, bonjour à tous, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Ben, déjà, je te remercie de prendre ton temps parce que en off, tu me disais que vous étiez au ski pour un peu vous reposer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, le matin, tu prends quand même ton temps pour le coach talk. Merci à toi. Écoute, déjà c'est un plaisir. On peut le dire quand même pour finir cette année et de transmettre et de parler avec une communauté qui est bienveillante, franchement, dans la moyenne très haute. Et en plus d'échanger avec toi, moi c'est mon petit plaisir de la semaine. Donc voilà, c'est d'abord égoïste et après c'est pour partager avec tout le monde un petit peu cette, euh, cette rétrospective. Il y a toujours un peu d'égoïsme dans ce qu'on fait, ça, mais bon, ça c'est pour un autre podcast. Alors, tant qu'on est chill, avant-dernier podcast de l'année, c'est toujours sponsorisé. Moi, j'ai pris mon petit thé par Golden CBD. Donc, on les remercie de supporter notre podcast depuis un petit temps. Profitez-en. Jusqu'à la fin d'année, il y a notre code promo FIGHT qui fonctionne et ça vous offre 30% sur toute leur gamme. On a déjà souvent parlé avec Aldric. Ce sont des produits qu'on recommande fortement. Ouais. Alors, je propose qu'on passe directement dans le vif du sujet. On va d'abord faire une vue d'ensemble de ton année, les résultats dans l'ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, et puis on va rentrer dans les détails de ce qui intéresse généralement notre audience. Voilà, je pense que notre audience va pas être là pour un simple récap factuel de ce qui s'est passé auprès de ton équipe, mais plus les leçons que tu as tirées, les ajustements que tu as fait en tant que coach et manager au cours de l'année. Qu'est-ce que tu as appris? Comme ça, eux, bah, ils peuvent aussi tirer ça pour eux. Mais commençons par du high level. Un petit récap des résultats de l'année auprès de la Boxing Squad. Ouais, bah écoute, ça permet un petit peu même d'expliquer le mode de fonctionnement, tu vois, du club, de ce qu'on en fait. Donc c'est toujours intéressant. Je pense que ça pourra intéresser nos auditeurs. En fait, je coupe pas le club en deux. Hein. C'est pas du tout ça le but. C'est pour expliquer un petit peu que dans le club que je dirige, le Boxing Squad, il y a des gens qui sont dédiés à 100% à ça, qui sont professionnels dans le sens propre. Parce que être professionnel, c'est pas que avoir la dérogation de la FMMAF et se battre sans protection, que les gens comprennent. C'est être dédié à 100% de son temps au combat, à la préparation. Donc sur l'effectif d'une douzaine de combattants, moi que j'ai la chance de diriger tous les matins, il y en a à peu près la moitié grossièrement qui sont dédiés à ça et l'autre moitié qui ont un travail. Et je trouvais ça en plus de leur rendre un petit hommage, tu vois, judicieux de leur rendre un petit hommage parce que il y a des gens comme Sofiane Boukishou, comme Ilyes Djiroun, comme Martin Kos, comme Samir Zaidi, qui ont un travail à côté qui leur représente 30 à 35 heures, voire 40 par semaine et qui trouvent aussi le temps de libérer leurs horaires pour venir s'entraîner avec nous le matin ou de faire de l'après-midi ou du soir quand ils peuvent pas faire autrement. Et malgré tout, les gens que je viens de citer ont fait cette année des combats au PFL, des combats au Cage Warrior, des main events au PFL pour Dimitri Solimilis qui lui aussi travaille. Donc voilà, je trouvais intéressant de leur rendre ce petit hommage avant de développer plus amplement ce qu'on a fait. Donc on va commencer cette première partie comme ça. Très grossièrement, on a participé à peu près à tout ce qui se faisait de mieux en Europe pour certains et dans le monde pour les autres, comme Manon, pour ne citer qu'elle. J'ai sorti le pourcentage hier, j'ai pas tout à fait fini, mais je crois qu'on finit avec un truc à 70% de victoire, quelque chose comme ça, donc c'est très encourageant. Surtout que moi, je valide mes match-up dès lors que j'ai 50%. À part cas extrême de gars qui démarrent vraiment leur carrière, je parle vraiment des deux, trois premiers combats pro. En amateur, je prends tout, vraiment tout. Et en professionnel, dès lors que j'ai un 50%, on commence à travailler sur le game plan. Donc, je trouvais le pourcentage intéressant. Et, et voilà pour commencer un petit peu ce prémisse de début d'année. Après, si tu veux, je rentrerai un petit peu dans le détail, mais vraiment plus pour les fighters
dont c'est le métier, dont ils sont dédiés à ça toute la journée. J'ai une petite question justement pour distinguer. Donc, tu as des combattants professionnels qui travaillent à côté, tu as des combattants professionnels qui dédient leur temps à leur carrière professionnelle. Est-ce que l'entraînement est différent dans le sens où quelqu'un qui travaille à côté, selon le travail évidemment, mais enfin peu importe ce que tu fais, en fait, tu as soit une fatigue mentale, soit une fatigue physique. Je veux dire, si tu as un ouvrier, le mec va venir avec déjà une fatigue physique, et si tu as quelqu'un qui travaille plus en bureaucratie, il va arriver à l'entraînement peut-être avec une fatigue mentale plus avancée que quelqu'un qui peut se concentrer uniquement sur sa carrière professionnelle. Est-ce qu'il y a des petits ajustements qui sont Oui, faits entre les deux oui. profils? Tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, moi, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur pas mal de personnes, comme Jean-Marc Toesca, qui a entre autres entraîné à Sananda, et bien d'autres champions de boxe qui me donnent un gros coup de main. Et même Miguel Haro, tu vois, qui est toujours combattant et qui va recombattre là au mois de mars 2024. Mais ça fait plus de 10 ans qu'il est avec moi. Donc, il m'aide beaucoup pour les prépas. Je te donne un exemple. Martin Cos, qui est allé 2 fois au Cage Warrior cette année, il est restaurateur. Donc c'est pas l'usine, mais il a un boulot qui lui prend énormément de temps. Donc on adapte bien sûr les entraînements. Miguel va le prendre le soir. Des fois on essaye vraiment d'adapter, quitte à faire des entraînements uniquement à 21h pour certains quand ils ont fini de bosser. C'est pas facile. Il y a l'entraînement du matin qui est un réel plaisir pour moi, où bien sûr la majorité des gens présents c'est ceux qui sont uniquement dédiés à ça ou qui ont des horaires un peu aménagés comme Elias. Mais il y a aussi des mecs qui se battent parce que c'est une passion, dont c'est pas une source de revenus. Et ça fait plaisir, tu vois, de voir encore que ces gens-là, en plus, ils se battent pas pour les mêmes mauvaises raisons. C'est pas des gens présents sur les réseaux sociaux pour faire un buzz de quoi que ce soit. C'est des gens qui sont amoureux du sport et qui veulent performer au maximum de leurs possibilités. Et je trouve ça super intéressant. De fait. Et alors ici, pendant que tu parlais, j'ai pensé à quelque chose. C'est pas du tout pour lancer une polémique ni quoi que ce soit. Mais maintenant, je pourrais pas faire la citation avec précision, mais je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Benoît Saint-Denis avait fait une déclaration par rapport à l'efficacité d'un coach selon la taille de son écurie. Donc, il vantait un peu le côté un coach qui a 3-4 combattants sera plus qualitatif qu'un coach qui doit gérer une trentaine de combattants. Est-ce que toi, au Boxing Squad, tu te mets une limite? Par exemple, si, j'invente, si maintenant, pendant l'entre-saison, tu as 10 combattants professionnels qui te contactent pour rejoindre la Boxing Squad, est-ce que tu serais le genre de coach qui dirait non à certains, pas par rapport à leur personnalité ou leur carrière, mais plus par rapport à toi, en te disant non, si j'en prends 10 supplémentaires, je serais incapable de fournir une pédagogie de qualité? Non, je te rejoins entièrement et là je donne raison à Benoît. Moi j'arrive déjà première chose, si cet effectif de 10-12, on arrive à le conserver et à leur accorder du temps, c'est grâce à des Samuel Monin, des Jean-Marc Toesca et des Jérôme Vollerin. Si j'étais tout seul, je pense qu'effectivement le chiffre est judicieux, c'est 3 à 5 fighters. Euh, Parce que il faut bien comprendre que un combattant, ce qu'il a besoin en premier, c'est du temps. Je veux dire, personne n'est magicien. L'entraînement, c'est 15 à 20 heures par semaine. On l'a déjà évoqué dans pas mal de coach talk cette année. Donc, c'est 15 à 20 heures. C'est-à-dire que ça représente du temps. Surtout qu'il y a un jour de repos au milieu, qu'il y a du temps consacré à la prépa physique. Donc, la salle, tu y passes du temps. Et tu peux pas t'occuper de tout le monde en même temps. Il faut être capable de faire du spécifique l'après-midi. Tu vois, donc, non. Effectivement, 4-5 par entraîneur, c'est très bien. Après, tu peux déléguer, tu peux travailler sur des axes de travail hors préparation qui sont plus généraux peut-être, je pense. Mais effectivement, là, tu vois, on a des sponsors qui sont en train de vouloir rejoindre l'équipe, le Boxing Squad en particulier, pour faire gonfler un petit peu notre mécénat. Et ma première préoccupation, c'est de pouvoir libérer du temps à des Jérôme Vollerin, à des Jean-Robert Monnier. Et tiens, je vais donner un petit nom comme ça fait un petit croustille pour le podcast, à des Flavio Santiago Peroba. Voilà, pour pouvoir déléguer et que le fighter, même s'il n'est pas directement avec moi, que derrière moi je fais le game plan, je fais comment dire, j'organise le camp avec la charge de travail et tout ce qui va avec.
on puisse dire, bah tiens, cet après-midi, tu fais 2 heures avec Jérôme, ou 2 heures avec Flavio, et tu lui accordes du temps quand même, mais c'est indispensable. Tu peux pas dire, les fighters, entraînez-vous entre vous l'après-midi, moi je suis pas là, ce sera pas productif. Très honnêtement, ce sera pas productif. Ouais, en effet, un enseignement de qualité, ça demande du temps. Ça, c'est la base du temps et de la connaissance et de la bienveillance. On avait déjà fait un podcast là-dessus, mais je trouvais ça intéressant quand même de le souligner que si, en tant qu'écurie, ou en tant qu'équipe, tu dois recruter de nouvelles personnes, de nouveaux combattants, tu dois également recruter des nouveaux coachs. Et on le sait très bien, les coachs de qualité suffisante pour amener certains combattants à leurs objectifs, pour l'instant, on va dire, ça court pas les rues. Il y en a beaucoup en France, mais en général, ils sont déjà tous pris. Donc voilà, il faut être capable, et ça c'est peut-être une question d'ego, quoi. C'est une question d'être capable de dire non ou de limiter son roster pour pouvoir assurer la qualité à ceux qui sont dedans, plutôt que vouloir taper dans le chiffre et diminuer la qualité. Merci pour ces éclaircissements. Je propose qu'on passe au côté le plus positif qu'on puisse de ce podcast. Ton moment favori de 2023 en tant que coach ou manager, enfin en tout cas ton moment favori à titre personnel dans le milieu du MMA. Très dure question, surtout qu'en plus, là, je me permets de prendre des vacances parce que j'ai besoin de souffler, et surtout que Tu m'étonnes. j'avais un gros moment. Allez, on se connaît depuis longtemps, je peux avoir un petit passe-droit, un sauf-conduit, il y en aura deux alors. Il y aura deux moments favoris parce que vraiment, Bien sûr. je les mets, c'était très important. Cette fin d'année pour moi, notamment au RS, était importante parce que c'était deux jeunes entièrement produits par le centre de formation du Boxing Squad qui sont arrivés respectivement à 14, 15 et 18 ans. C'était Virgil Hogan et Axel Sola, qui sont maintenant à 6 et 7-0 en professionnel, qui avaient deux énormes tests ce week-end. Et ça fait partie de mes moments. Et après, je veux dire, ce serait mentir aux gens que de ne pas évoquer Manon Fiorot, Rose Namajunas, parce que c'est un contexte particulier, c'est une blessure, un retour de blessure encore plus compliqué. La plupart des experts dans ce domaine donnent un 100% à 14-15 mois après une rupture du croisé antérieur. Nous, on avait décidé de tenter en 10 mois. Donc, il y avait énormément de... Non, ouais, j'avais une grosse pression. C'était le moment, je pense, où j'ai pris le plus de risques dans ma vie parce que on a dû trancher sur la chirurgie, enfin la ligamentoplastie qu'il fallait utiliser. On a dû trancher sur la réathlétisation. En plus, l'UFC mettait énormément de pression pour que Manon la fasse à l'UFC Performance Institute de Vegas. Et Manon ne voulait pas, donc j'ai dû la faire moi en interne. Avec un staff de qualité, donc je te cache pas que l'UFC m'attendait vraiment au tournant, et voilà, tout ça mis bout à bout avec une adversaire qui avait vraiment fait une préparation qui était solide, fait que je pense que c'est un moment exceptionnel de cette année, même si le week-end qui vient de passer me tenait très à cœur également. Ouais, je t'avoue que je m'attendais pas spécialement à une autre réponse. Ça vient sans surprise, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir repasser au travers des bons moments. On va passer à l'opposé du spectre. Quel a été ton pire moment? Et surtout, parce qu'ici c'est pas pour dire voilà, t'as vécu quelque chose de mal, mais quelle est la leçon que tu en as tirée pour éviter que ce type de moment revienne? Non, il y a pas de leçon. Enfin, je te jure, hein, c'est pas que je me remets pas en question, c'est que le contexte est difficile. Je vais parler de Mehdi Takaev quand même au niveau du pire moment parce que le KO qu'il prend pour le tournoi de la ceinture ACA Ouais. à $1 million, c'est un dur moment parce que Mehdi c'est plus qu'un fighter, tu vois. Et souvent quand je dis que je veux arrêter ça d'ici une dizaine d'années, c'est pas du tout que ça me plaît pas, je reste un passionné de MMA, c'est qu'en fait le fait de la formation et que j'ai ces jeunes pour la plupart depuis 10 ans en fait que on a un lien presque familial, vraiment, tu vois, c'est pas du flan pour faire beau sur les réseaux sociaux, c'est que vraiment moi ces petits gars c'est mes petits frères, tu vois, donc quand ils perdent c'est catastrophique, c'est une déception terrible.
Et je vais pas faire mon mec plein d'émotions, mais moi, Mehdi qui se met KO, j'en ai pleuré, quoi, vraiment. Donc, et la déception de la défaite, et le fait que c'était je dis c'était son rêve, c'est pas fini, c'est pas parce qu'il a perdu un combat, il est encore très jeune, que sa carrière est terminée, mais bon, vu qu'en plus, il a traversé pas mal d'épreuves, entre guillemets, difficile. On peut pas forcément le faire revenir en France pour le moment. Il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées là-dedans. Compte tenu des événements géopolitiques, je pouvais pas aller le coacher. Donc voilà, tout ça mis bout à bout font que c'est le pire moment de l'année. Que si je pouvais en changer un seul, je changerais celui-là à égalité quand même. Pareil, je t'en ai donné 2 pour les bons moments, je t'en donne 2 pour les mauvais moments. C'est la défaite également d'Elias Giroud au Brève Nantes. Au Brève, ouais. Et crève-cœur pareil, parce qu'Elias, même si c'est le seul combattant que j'ai pas formé à 100%, un grand crédit à Jean-Michel Froissart qui, pour moi, tu sais, même nous, je milite pour qu'on cite plus souvent son nom. Ouais. Parce il le mérite. Il mérite. Tu vois, je pense que Jean-Michel Froissart, il a le droit d'avoir son... Alors bien sûr que pour l'instant, ce sera juste son nom parmi les grands noms du MMA français qui entraînent, puisqu'il y a il y a des entraîneurs qui ont des gars à l'UFC et pas encore, et je dis bien pas encore Jean-Michel. Donc c'est certain que pour pouvoir être élu le meilleur entraîneur de France, il faut aussi performer dans la Big League. Mais Jean-Michel mérite qu'il y ait son nom, en tout cas, qui soit cité. Et il en est de même pour moi pour Gaëtan Hurtel, qui même si pour l'instant il n'a pas encore des mecs à l'UFC, mérite qu'il y ait son nom qui soit cité parce que c'est des très grands entraîneurs. Et voilà, donc Iliès, je l'ai pas formé, mais ça fait quand même, je crois 2018 qu'il est avec moi. Et je l'aime beaucoup, on a un lien très fort d'affect. Donc quand je vois ces mecs-là perdre, ouais, c'est hyper dur. C'est vraiment un crève-cœur. Et même si Iliès a recombattu depuis et a gagné à Marseille, ça reste un très mauvais souvenir pour moi. En plus, la semaine d'après l'UFC Paris, où il y avait l'euphorie, tu sais plus comment être après. T'es content d'avoir fait une dinguerie à Paris, mais il y a ça qui arrive, on l'a préparé dur. Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, que j'ai pas pris beaucoup de vacances, parce que dès la semaine prochaine, on reprépare, je pense, un des plus gros affrontements franco-français, vraiment, au même titre quasiment qu'un Axel Tourpal, c'est Elias Giroud contre Jason Poney à Marseille le 10 janvier. Donc dès la semaine prochaine, je reprends du service pour pouvoir finir la prépa de Elias. Alors, j'ai déjà te rejoindre sur un point, c'est que ces 2 pires moments que tu nous as cités, il n'y a pas vraiment de leçon à tirer, parce que la leçon que tu pourrais tirer pour te protéger et que ça n'arrive plus, c'est de créer de te détacher de tes athlètes, mais c'est quelque chose qui, c'est aussi ce qui fait que tu as un excellent coach, c'est ton engagement envers tes combattants et la tâche que tu crées avec eux. Alors évidemment, c'est plus difficile pour toi parce que comme tu es émotionnellement investi dans chacun des combats, quand tu auras des défaites, ça fera des coups durs. Et effectivement, comme tu le dis, tu auras certainement d'autres moments où tu auras 2 échéances rapprochées, même peut-être sur le même événement, où tu vas avoir un genre de déséquilibre émotionnel. Je vais prendre un bête exemple. Si Virgile avait perdu et que Axel avait gagné, ça aurait été compliqué pour toi de gérer ça émotionnellement. Mais ouais, je te rejoins, il n'y a pas de leçons à tirer de ça. Et je vais dire une anecdote, je sais même pas si je te l'ai dit à toi, et je l'ai certainement pas dit publiquement, mais la raison numéro 1 pour laquelle je voulais qu'on travaille ensemble sur Fight Minds, c'est parce que quand j'étais chez La Sueur, je sais plus si c'est Guillaume ou Rust, mais ils avaient dit ça de toi. Ils avaient dit que tu étais quelqu'un qui était ultra proche de tes athlètes. Et Alex Herbinet m'avait dit la même chose en off aussi. Ils te considéraient comme voilà, quelqu'un qui te liait d'amitié, voire même quasi de lien de famille avec tes athlètes. Et du coup, j'ai trouvé un point commun directement entre toi et moi, parce que moi, c'était mon cas quand j'étais chez les Red Kings. Mes combattants, c'était pas des combattants comme ça. J'étais pas un coach qui regardait aux chiffres. J'étais un coach qui me rapprochait humainement de mes athlètes, et donc j'avais apprécié ça sans vraiment te connaître à cette époque-là. Et c'est ça qui m'avait aussi dit si je dois faire des podcasts avec quelqu'un sur ma chaîne, c'est clairement avec Aldric. C'est la raison numéro 1 avant qu'on se connaisse. Et évidemment, la nouvelle raison numéro 1, c'est ton côté humain et tes connaissances en MMA. Mais juste pour terminer, tu sais,
en fin d'année, en général, tu fais ton mea culpa. Je sais que je choque pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Des fois, j'ai des propos un peu véhéments, mais voilà, ben, c'est exactement pour ça et à cause de ça, tu vois. C'est vrai que c'est peut-être par certains côtés un défaut, mais moi, je supporte pas, vraiment, je ne supporte pas qu'on dise du mal d'un de mes athlètes quand c'est pas fondé. Attention, disent du mal, pas la critique. Je veux dire, à partir du moment où tu fais des choses publiques, télévisées ou streamées, tu t'exposes à une critique et ça, par contre, je veux dire, j'aime pas tel athlète, j'aime pas son jeu, j'aime pas Aldric, sa façon de coacher. Ça, je ne m'offusque en rien à ça, tu vois. Par contre, quand c'est des insultes, du manque de respect, des railleries par rapport à une défaite, ouais, j'ai des réactions qui peuvent être disproportionnées. Je bloque facilement sur Twitter, enfin sur X, parce que ben, j'arrive pas à me détacher. Voilà, c'est pas on n'a pas on va utiliser des termes entre guillemets légaux. C'est pas un rapport de subrogation entre un coach et son élève entre guillemets ou son combattant, ou entre un manager et son truc. Moi, j'ai vraiment de l'affect pour ces jeunes, parce que je sais le taux de souffrance, vraiment. Tu sais, j'espère qu'on va pouvoir mener à bien sur Fightman tous les genres de embedded, les insights qu'on veut faire, que les gens ils voient que oui, il y a un peu de rigolade, parce que c'est souvent quand tu fais des insides pour une orga, tu vois que les bons côtés, ils filment le moment où on rigole, ils filment les moments où c'est fun, ils se disent waouh, quelle vie super. Mais en fait, c'est pas du tout ça la vraie vie. Toi, tu sais aussi bien que moi, tu vois. C'est de la souffrance, c'est de la fatigue, c'est du stress lié au poids en premier lieu et au combat en deuxième lieu. Et en fait, ces mecs, garçons et filles, quand je dis mec, c'est un peu le guys en français, ben, je les vois souffrir 80% du temps. Et ils m'écoutent, et tu vois, et voilà. Et quand je lis après des critiques gratuites ou des insultes, ben, ça me fait péter un boulon. Et j'ai tendance à avoir des réactions peut-être qui sont mal comprises. Pas du tout disproportionnées, je les maintiens et j'en suis fier. Mais mal comprises, les gens se disent mais pourquoi en fait? Les autres coachs font pas ça. Ben moi j'arrive pas. Je suis entier, je joue pas, c'est pas un jeu. Et du coup, ben mes petits, c'est comme c'est la famille quoi. Franchement, il y a pas d'autre mot à dire que ça. Moi, quand on va se battre, on y va ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, même si c'est eux qui gagnent. Mais souvent, je le dis, tu vois, et c'est pas pour les protéger. C'est eux qui gagnent, mais c'est moi qui perds. C'est un peu d'actualité, tu vois, parce que je vais essayer de faire un lien pour que les gens essayent de se rendre compte. C'est effectivement beaucoup de coachs créent une distance avec leurs athlètes pour pouvoir justement se protéger de ça. Ça leur permet, quand ils voient qu'un de leurs athlètes est critiqué ou insulté en ligne, bah, de se dire ok, bon, bah, c'est à l'athlète à gérer. Moi, ça me touche pas. On n'a pas dit mon nom. Et pareil, lors des défaites, bah, certains coachs sont tellement détachés euh, de leur élèves ou athlètes que ça les touche pas, parce que eux ils voient ça comme une relation professionnelle. C'est un peu comme un patron et son employé. Il y a des patrons ou des managers qui ne veulent jamais aller boire un verre en dehors du taf pour ne pas créer cette attache, pour justement se protéger aussi émotionnellement, etc., etc. Ici c'est d'actualité parce que on a eu plusieurs cas de figure là justement le week-end passé, avec les conférences de presse avec Colby Covington et Leon Edwards, avec Sean Strickland, Sean O'Malley et Dricus du Plessis, où on dit ça dépasse les bornes. Il y a personne qui a critiqué la réaction de Leon Edwards qui balance la bouteille sur Colby Covington parce qu'on a touché à son père. Toi, tu viens de le dire, tes élèves, tu les considères comme ta famille. Donc quand on va te les toucher, ça me paraît logique que tu aies des réactions d'émotion, parce que c'est la relation que tu as créée avec eux. Et je pense que c'est important que les gens réussissent à comprendre ça. Ça me paraît logique, tu vois. Si tu insultes quelqu'un de ta famille, bah, évidemment que tu vas réagir dans l'émotion. C'est totalement logique. Et donc, il faudrait que les gens apprennent à comprendre ça. Mais bon, on va pas éduquer X. Là, j'ai encore vu ce matin, il y a des gens qui cherchent à se faire bloquer. Et quand ils sont bloqués, ils s'en vantent. C'est ça. Mais alors, je vais pas critiquer ces personnes-là. C'est triste. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour les amener à retirer une fierté de se faire bloquer par quelqu'un? Genre, c'était un projet. Ils sont réveillés le matin, ils se sont dit, je vais provoquer quelqu'un pour me faire bloquer. C'est mon objectif de ma journée. Ça, je comprends pas. Mais voilà, leur vie les a amenés à ça, et c'est là, en fait,
la réelle tristesse. Alors C'est moi, difficile à concevoir pour moi, mais c'est devenu très facile, moi, parce que je ne dialogue plus, ça y est, avec ces gens. Moi, je vois une remarque constructive, et j'essaye d'échanger vraiment, parce que on a des métiers. Moi, j'ai la chance que c'est mon gagne-pain, mais on reste des amateurs de MMA, tu vois. Donc, si je vois un truc constructif, j'échange bien volontiers si j'ai le temps. Et dès que je vois maintenant un truc qui va dans le manque de respect, je bloque. ben Voilà. ça, par exemple, c'est une bonne leçon que tu as tirée. Ouais, Tu vois, mais c'est une plutôt que leçon, perdre du temps. vraiment, tu vois, plutôt que de perdre du temps à rentrer dans l'émotion. Je bloque, ça disparaît de mon fil d'actualité et advienne que pourra pour cette personne. Et je pense que souvent, j'ai pas envie de faire du profilage à la con, mais je pense que souvent, c'est des jeunes voilà, qui sont un petit peu immatures, parce que tu penses un truc à 20 ans et tu penses totalement l'inverse à 30 ans, bien souvent. Donc voilà, ils C'est tout ce qu'on peut évolueront leur avec. souhaiter. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est d'avoir une prise de conscience un peu plus tard, quand leur vie sera moins triste et quand eux seront plus matures. Ouais, C'est ça. Ok, transitons sur le point d'après, qui sera peut-être le point le plus intéressant pour les autres coachs qui écouteraient ou les fans vraiment assidus. C'est quels sont les ajustements que tu as fait durant 2023 au niveau de ta pédagogie? Euh, Au niveau de la pédagogie, vraiment tatami, pas grand-chose. Je continue à travailler avec à peu près les mêmes dogmes, le même mindset. J'essaye encore plus de tendre vers l'individualisation, c'est-à-dire que le cours du matin, c'est le socle. C'est-à-dire qu'il y a un socle commun où on a une tendance, en fait, tu vois. Et, et ce cours-là, je le veux pour qu'il ait notre empreinte, parce qu'il y a quand même une empreinte, je m'en suis jamais caché. Moi, il y a deux trucs vraiment qui sont primordiaux dans ma gestion du MMA, c'est le footwork et le cage control. Voilà, c'est des trucs et ça, même si mes athlètes n'ont pas le même style, bien souvent on va remarquer que il y a ça. Il y a une façon de se déplacer. Alors bien sûr qu'on adapte. Un Virgil Hogan ne se déplace pas comme une Manon Fiorot, évidemment. Mais je veux tendre sur ça parce que c'est pour moi le plus important de ce sport. Et le cage control, ça c'est la marque de fabrique. C'est pas grave, je vais me prendre un missile par mes détracteurs, mais moi je pense qu'on est en 2027-2028, nous déjà sur cet aspect du MMA, et je pense qu'il faut continuer à capitaliser là-dessus. Donc ça Hmm. c'est le socle. Ensuite, tendre vers l'individualisation vraiment à son paroxysme sur l'entraînement de l'après-midi. Individualisé, il y a des gens qui vont préférer les drills, il y a des gens qui aiment beaucoup l'opposition. Je citais Elias tout à l'heure, il a besoin, lui, de beaucoup d'exercices à deux d'opposition. Ça le conforte et ça le rassure dans sa prépa. T'en as d'autres qui vont préférer les drills, t'en as d'autres qui vont préférer euh, du travail en ping-pong pour acquérir des compétences. Et donc ça, j'essaie encore plus d'affiner ça en m'entourant d'autres personnes avec qui je peux déléguer. Et pour moi, Aldric Cassata, en tant qu'entraîneur, la chose que je développe le plus en ce moment, c'est l'aspect mental et préparation. Ouais, j'essaie vraiment de progresser là-dessus, de peaufiner quand je vais faire mon talk, quand je vais faire ma prise de parole dans le vestiaire, quand je vais faire ma prise de parole sur game plan, ce genre de choses. Et l'aspect mental, en fait, de l'athlète, même si lui, de son côté, le travaille aussi, tu vois. Ouais, j'essaye vraiment, que ce soit dans mon coaching inter-round, que ce soit dans les mots que je vais prononcer pendant le combat, et de plus en plus l'aspect psychologique et prépa mental, j'essaie de le développer, de rajouter cette flèche à mon arc. C'était une de mes questions subsidiaires, parce que je me rappelle il y a quelques mois que c'était à l'approche du podcast qu'on avait fait sur la santé mentale des athlètes, que tu m'avais dit que tu étais en train de lire quelques livres Ouais. très intéressants par rapport à ça, justement. Ok, maintenant faisons un focus sur l'avenir. Là, on a fait une rétrospective du passé. Quels sont les objectifs 2024? Bah, tu sais, clairement, il faut pas se le cacher. On a ramené, j'ai fait un petit post sur Instagram avec les ceintures qu'on avait à la salle et celles qu'on a gagnées mais qui sont chez les athlètes. Voilà, il nous manque. Je voulais une ceinture Ares, on en a eu une, il en manque une. Mhm. Je veux une ceinture UFC, on va la ramener par la porte ou par la fenêtre, mais on va la ramener en 2024. Après, on commence à s'intéresser à d'autres orgas
où on est présent, comme l'Octagone, on va voir un petit peu combien d'athlètes on peut mettre au tournoi européen du PFL, parce qu'il y a une belle ceinture aussi à prendre derrière. L'objectif, allez, on va prendre par importance. Le Graal, c'est l'UFC. On veut ramener une ceinture de l'UFC. Il nous manque une ceinture Ares et on ira chercher la ceinture Ares qui nous manque, qui a été. On va pas refaire la polémique. J'ai dit que je comprenais la position d'Ares, mais ça reste une déception grande pour l'équipe dont Virgile a dû faire face. Donc on va ramener cette deuxième ceinture à la maison aussi. Ça il y a même pas matière à discuter. Il y a ce tournoi du PFL Europe où on aimerait bien encore performer. Il y a les IMAF de l'année prochaine. Au moment où je te parle, il y a 4 prospects qui sont capables d'être en équipe de France. On va commencer par les 2 qui sont leaders sur la MMA League, c'est Théo Muris et Orges Bajrami. Pour l'instant, ils sont premiers au classement et donc ils vont faire les France sur le deuxième trimestre de l'année. Mais il y a également Thomas Muris, l'ancien champion de l'AEF, et Kalim Massouri qui vient de faire ses débuts avec un gros background en jiu-jitsu et en grappling. Voilà, donc on va essayer de capitaliser et d'en mettre un maximum en équipe de France IMAF. Ça reste très important dans ma philosophie que l'équipe amateur se dirige vers ça. J'ai une petite question intermédiaire ici. Si maintenant tu as 4 combattants qui participent aux IMMAF, comment ça se passe au niveau du coaching? Tu délègues tout à Johnny Frachet ou il est possible que tu prennes ta place pour accompagner l'équipe? J'ai commencé à en parler avec Lionel, pas encore avec Johnny, mais okay. Si j'en ai un ou deux en équipe de France, je proposerai mes services pour faire un comeback au moins pour cette édition. Tu sais que moi j'ai pas de comment dire. Là-dessus, j'ai aucun problème à m'aligner dans une politique de groupe. C'est-à-dire que si moi j'arrive en tant que coach additionnel et que c'est Johnny le head coach, je m'adapterai à Johnny sans aucun problème parce que je l'apprécie beaucoup. Ouais, il n'est pas impossible que dans le cas où il y en aurait 2, par exemple, je proposerai mes services bien rapidement et immédiatement à Lionel Brézéfin pour pouvoir être là sur ces événements. Ouais. Mais parce qu'en fait, ça, c'est une question que je me posais. Hein, c'est quand tu es combattant et que tu vas aux IMMAF, c'est bizarre de te faire coacher par quelqu'un que tu connais pas spécialement, même si c'est le coach national. Est-ce qu'il y a une limite définie par les IMMAF? Genre la France peut pas prendre plus que X coach ou c'est libre, il faut juste payer? Je pense que moi, je peux facilement postuler parce que je l'ai fait pendant 2 ans, mais que malgré tout, il y a des coachs qui sont... En fait, si tu veux, moi j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai toujours été en très 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 bon terme avec Lionel et Johnny. Et en fait, quand on en discutait pendant le Covid, j'avais dit que la carrière de mes gars prenant trop d'importance, quoi qu'il arrive, je me mettais en stand-by pour le moment. Mais je vais pas dire je fais partie du dispositif fédéral, mais je suis fier de voir mon nom mentionné dans la formation des coachs, puisque j'ai beaucoup travaillé avec eux pendant le Covid pour mettre en place ces formations en ligne, et j'ai jamais quitté vraiment ce giron fédéral parce que je trouve que c'est bien fait. On en vante les mérites, pas par copinage, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je pense que j'aurai pas trop de soucis pour rejoindre l'équipe, mais il y a un staff. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que celui-ci est aujourd'hui composé de Johnny Frachet, Christophe Daffreville et Nicolas Haute. Je pense avoir oublié personne, qui sont de grands coachs. Et Christophe Daffreville, un grand combattant avec un énorme background de judo et de jiu-jitsu, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a des coachs très compétents, mais je pense que eu égard au fait que je l'ai déjà fait et que je l'ai fait pendant 2 ans, je n'aurai pas de souci pour rempiler pour une édition. Mais tu as raison, c'est vrai que les IMAF, c'est un exercice, je pense que c'est vraiment le Graal. Première chose, c'est un niveau professionnel. Très clairement, il faut arrêter tu sais, j'ai lu pas mal de critiques sur certains combattants. Ouais, lui il est nul parce qu'il a perdu aux IMAF. Les gars, c'est un niveau professionnel, c'est clair, net, précis. On le voit très bien quand ils font les IMAF Alumini, où on voit les mecs qui performent dans des grosses ligues derrière avec des gros records. Le gars qui s'impose aux IMAF est destiné à un avenir en tout cas encourageant dans le milieu professionnel, pas parce que
c'est génial parce que le niveau est déjà plus haut que le niveau professionnel moyen. Donc ça, c'est un. Deux, t'as pas ton coach. Trois, l'aspect game plan se fait au jour le jour parce que tu sais pas en fait sur qui tu vas tomber. C'est le gagnant du combat avant ou après toi. Donc il y a une adaptabilité à avoir. Donc si tu raisonnes, tu as un environnement anxiogène, un coach que tu connais pas, un adversaire qui varie de jour en jour, une pesée à faire tous les matins et en plus un niveau de fatigue et des blessures qui augmente. Ce qui fait, d'après moi, l'exercice le plus difficile aujourd'hui dans le monde du MMA amateur et professionnel. Comme les tournois n'existent plus, ces fameux tournois qui ont bercé notre jeunesse de combattants MMA où tu faisais 3 combats dans la soirée, je pense qu'aujourd'hui, avec la disparition des tournois où il y avait 3 combats dans une soirée, l'exercice le plus difficile dans le monde du MMA professionnel ou amateur, c'est les IMAF. Ça en dit long. Ça en dit long. Maintenant qu'on finit cette parenthèse, y avait-il d'autres objectifs pour 2024 où on était arrivé au bout parce que tu avais fait par ordre? Non, mais tu as raison de le souligner. Voilà, là j'ai été franc et honnête sur les objectifs sportifs. Après, la réalité économique fait que on va devoir évoluer. Je pense avoir rencontré les bonnes personnes pour ça, des chefs d'entreprise aguerris et dont c'est le métier. Et voilà, je pense que c'est tellement un sujet important qu'il faudra en parler sur un coach talk bien dédié à ça. Mais voilà, aujourd'hui, le modèle associatif, c'est génial. Je pense que la France a beaucoup de chance d'avoir ça, parce que ça permet vraiment de démarrer et d'avoir des structures adéquates. Après, la réalité économique où tu dois t'occuper de 5-6 personnes à temps plein, c'est que ça doit passer après par des chefs d'entreprise qui financent ça avec des entrées en action, avec des entrées au capital de grosses sociétés, parce qu'il faut des moyens après qui dépassent largement les moyens qui sont donnés par les organes. Je veux dire, aujourd'hui, on a la chance que le cachet. Moi, je pense que si je devais définir ça, le cachet du MMA moyen en 10 ans, il a pris 1-0 fois 10. C'est-à-dire que à l'époque, on savait que jusqu'au Cage Warrior, qui était la seule porte entre guillemets ouverte de l'UFC, les cachets c'était entre 500 et 1000. Parce que là, aujourd'hui, ils se sont un petit peu développés. Aujourd'hui, tu peux parler de 1005 à 2000 au Cage Warrior, voire un petit peu plus. Mais il y a une époque pas si lointaine, et tu en es témoin, mon cher Chris, où tu allais au Cage Warrior et c'était 1000 balles. J'ai une anecdote, hein. J'avais reçu une proposition, pas pour moi, hein, mais pour un des combattants dont j'étais le manager, qui devait combattre contre Jack Hermanson pour la ceinture vacante du Cage Warriors. Le cachet, c'était 750 €. C'est ça. Et en fait, voilà, aujourd'hui, le 300 balles en France et le 1000 balles au Cage Warrior, il est devenu des cachets pouvant aller à 5000, à 5 plus 5, avec des primes à 10 000 pour reparler rapidement de la prime qu'a pris Virgile pour l'agressivité. Donc, les cachets ont pris. Mais après, si tu veux faire un travail de qualité, monter avec le personnel adéquat, le mec pour s'échauffer, le mec pour faire les pattes d'ours, le masseur et tout, c'est des très gros budgets. Et donc, il y a également un objectif économique à mon année 2024, c'est de pouvoir terminer la transformation de l'équipe pro. Je pense qu'à terme, on va disparaître de la partie amateur, c'est-à-dire que on va faire un socle qui va s'appeler Maccabi Boxing Squad, qui va rester sur le seuil associatif, et les cours enfants, loisirs et adultes seront portés avec cette structure, et le Boxing Squad va disparaître de la structure associative pour réapparaître en structure professionnelle avec des investisseurs et des chefs d'entreprise qui chapeauteront. Je pense que un peu à la manière d'un Kill Cliff aux États-Unis, c'est la voie maintenant qu'il faut prendre, parce que si tu veux passer un cap pour pouvoir avoir des gyms de 1000 mètres carrés, ce qui est déjà beaucoup pour la France, avec un coût locatif très important, ben, il faut passer par ça. Et c'est le modèle où c'est Aldric, le chef du dojo, et qui a mis sa thune personnelle pour faire la salle, ben, il est révolu, en tout cas pour pouvoir accéder à un step-up supérieur. Ouais.
C'est marrant que tu prennes Kill Cliff comme exemple parce que mon mentor dans le milieu de l'entreprise, qui aime bien le MMA, salut JM si tu regardes, son rêve serait d'ouvrir une salle de MMA et il prend toujours comme exemple le Kill Cliff. Il dit ouais, si je peux ouvrir une salle comme ça, ce serait absolument stylé. Donc je pense que je devrais vous mettre en contact. Mais tu sais, pour finir avec l'anecdote, moi j'ai vécu 1 an aux États-Unis en 2009 et, et en fait quand j'ai découvert le montage économique du HIT Squad, HIT Squad qui voulait dire Hughes Intensive Training, qui était à l'époque dirigé par Marc Fiore, que je considère comme un mentor également. En fait, j'avais été surpris et tu vois, c'était il y a donc aujourd'hui 14 ans. Et ça existait déjà. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était Matthews qui avait mis sa thune perso, éventuellement avec des associés pour avoir ce gym qui faisait à l'époque pas loin de 3000 mètres carrés, qui était vraiment novateur, tu vois. Il y avait les Titi qui venaient d'ouvrir il y a pas très longtemps non plus, et des gyms vraiment avec cette surface. C'était avant-gardiste. Et en fait, pas du tout quand j'ai découvert qu'en fait, c'était des actionnaires et des investisseurs qui avaient ouvert ça. Ça m'avait à l'époque pas interpellé, mais tilté. Et tu vois, d'habitude, on dit qu'on est en retard sur les États-Unis de 10 ans. Bah là, c'est pas le cas. Parce que on est très, très en retard, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que merci la légalisation du MMA. Parce que si aujourd'hui, rien n'est fait au moment où je te parle, mais en tout cas, j'arrive à parler avec des gros chefs d'entreprise qui sont intéressés, qui ont compris que moi, j'avais mon truc numéro 1, c'est la passion, même s'il faut quand même remplir son frigo, tu vois. Mais, et qu'aujourd'hui, on échange pour pouvoir faire ce genre de montage et devenir une grosse équipe professionnelle. Ben, je pense que s'il n'y avait pas eu la légalisation, on aurait été peut-être 20 ans en retard sur les États-Unis, quoi. Eh ben, si quelqu'un écoute jusque maintenant et a des possibilités de t'aider, ils savent où te trouver. On sait jamais. Imagine le podcast t'aide dans ce beau projet. Bah écoute, je pense qu'on a fait un beau tour du coup de 2023 et des objectifs 2024. Étant donné que le podcast était fort autour de toi, je te laisse également le mot de la fin. Bah écoute, moi, je sais que le travail finit toujours par payer. Donc je me souhaite rien de plus que ça. Je sais que j'ai encore la santé et l'envie de faire de grandes choses dans ce sport. Toujours pareil, et ça dans tous les livres de prépa mentale, c'est toujours abordé que ce soit le premier ou un chapitre suivant, c'est intermédiaire. L'égoïsme prime. Mon kiff à moi, c'est de faire ce que je fais et de me retrouver sur Fightman 1, 2, 3, 4 fois par semaine. Donc voilà, si on peut continuer comme ça cette année, continuer à se retrouver comme on fait et que je puisse continuer à entraîner mes gars, bah, je signe tout de suite, c'est exactement ce que je veux. Et en fait, rien ne m'empêchera de le faire à part la santé. Donc égoïstement, c'est tout ce que je me souhaite, que ça continue comme ça, que je sois en forme et que je puisse continuer à faire ça et j'en serai un garçon très heureux et épanoui. Ah bah, j'aime bien ton message de fin qui est vraiment axé sur la passion et le travail sont deux éléments qui amènent au succès quoi qu'il arrive. Il faut juste y croire et faire les choses, mettre les heures. Aldric, merci beaucoup. Les amis, abonnez-vous et à très bientôt. À très vite. Ciao. Au revoir.